Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo de présentation de deux ouvrages sortis dans la collection Les Maîtres du Fantastique chez RBA. C'est une collection que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter depuis quelques mois maintenant, depuis la fin de l'été 2021. Aujourd'hui, je vous présente le numéro 30 et le numéro 32 de la collection, ce qui fait qu'on est déjà plus ou moins à la moitié de cette collection et que de beaux titres déjà dans la collection. On va commencer donc par le numéro 30, Une princesse de Mars, d'Edgar Rice Burroughs. Alors je vais pas vous mentir, c'est en grande partie pour ce cycle de Mars que je continue à être aussi assidu à cette collection, parce que ce sont des livres que j'ai toujours voulu lire et qui malheureusement sont assez difficiles à se procurer actuellement, à part sur le marché d'occasion. Une princesse de Mars, c'est donc un livre d'Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, c'est un petit peu, si je puis dire, l'anti-Lovecraft. Alors anti, attention, pas au sens de contre, mais au sens de inverse, puisque lui a bien connu le succès de son vivant, et il a même connu le succès de son vivant essentiellement grâce à ce roman et grâce à cette saga, puisqu'il va écrire des suites à Une princesse de Mars qui vont être de véritables cartons, et vraiment toute sa vie, il va pouvoir vivre, entre guillemets, du succès de ce roman. Alors il est né à la fin du 19e siècle et il est décédé en 1950, ce qui fait de lui un auteur un peu plus récent que ceux qu'on a l'habitude de voir dans cette collection. Alors Une princesse de Mars, ça raconte quoi? C'est l'histoire de John Carter. John Carter qui est un Américain, qui vit en Arizona et on va dire c'est une sorte d'aventurier. Et un jour il va se faire pourchasser, poursuivre par des Apaches qui vont essayer de lui faire du mal et il va se réfugier dans une grotte. Et au moment de se réfugier dans cette grotte, il va se sentir comme si son corps se dédoublait. Il va avoir cette impression de son corps qui se dédouble et il va se sentir attiré par la planète Mars qui brille au-dessus de sa tête dans le ciel et cette planète Mars qui l'aura toujours fasciné. Et il va donc se sentir happé, attiré par cette planète. Il va tendre les bras vers elle et il va donc atteindre la planète Mars, aussi curieux et aussi fantastique que cela puisse paraître. Une fois sur cette planète Mars, eh bien, il va tout de suite se faire pourchasser par des Martiens. Mais il a un gros avantage par rapport à ces Martiens, c'est que ayant vécu sur la planète Terre, eh bien lui, il a une gravité la gravité étant beaucoup plus forte chez nous, il va pouvoir marcher et faire des grands bonds, sauter très haut, et il va même pouvoir vaincre un de ces Martiens qui va s'avérer être le chef des Martiens qui était en train de le poursuivre. Et du coup, comme le veut la tradition de cette planète, il va devenir à la fois chef à la place du chef, mais aussi prisonnier parce qu'il aura tué un Martien. Et c'est là que va vraiment débuter l'aventure de John Carter. Alors pourquoi j'avais particulièrement envie de lire et découvrir ce roman? Déjà parce que je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Alors, c'est pas toujours le cas, mais j'aime bien quand un roman est écrit à la première personne. Certaines fois, ça m'a un peu rebuté dans certaines œuvres, mais là, en l'occurrence, je trouve que l'immersion est beaucoup plus profonde, souvent, quand un livre est écrit avec le je, puisqu'on s'identifie vraiment beaucoup, en tout cas moi, je m'identifie vraiment beaucoup au personnage principal. Autre point intéressant d'ailleurs, c'est que c'est écrit comme si au début on a une sorte de témoignage fictif du neveu de John Carter qui va écrire cette histoire. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, c'est assez sympa de se dire que c'est écrit un petit peu à la manière d'un testament. Et surtout, il est vrai que moi, et ça encore une fois c'est très personnel, mais j'ai découvert qu'un ami avec qui j'en avais jamais parlé vivait un petit peu la même chose dans ses lectures ou dans ses découvertes cinématographiques. Je sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai un petit peu plus de mal à me plonger tout de suite dans un univers quand il est très lointain, ou par le temps ou par l'espace. Je vais vous donner deux exemples qui sont, enfin même trois, qui sont opposés à ce que je vais vous dire. Si on prend par exemple Star Wars. Star Wars, au début, ça vous dit que Star Wars, géographiquement, évidemment, on sait pas où ça se passe, on sait que c'est un univers fictif, mais c'est il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine. Eh bien, je sais que, enfant, adolescent, quand j'ai découvert Star Wars, au début, j'avais du mal à me rentrer dedans parce que je n'arrivais pas à situer vraiment, ni dans le temps, ni dans l'espace, où ça se passait. Alors, autant Star Wars, ça se passe dans un passé très lointain, autant Dune, pour être un autre exemple, dans le futur, par exemple, qui se passe dans le futur, dans une galaxie qu'on ne connaît pas. Euh, Univers complètement différent, le Seigneur des Anneaux, où là, ça se passe dans la Terre du Milieu, alors on sait même pas si c'est sur la planète Terre, on sait pas où ça se passe, on sait pas de quelle manière tout ça existe. Et moi, je sais qu'à titre très personnel, c'est quelque chose qui, alors que j'étais plus jeune, ne m'aidait pas, on va dire, à rentrer dans une œuvre, quand c'était un univers très lointain et que j'avais du mal à situer. Maintenant, c'est différent, et je vous ai donné ces trois contre-exemples, parce que aujourd'hui, je suis un dingue de Star Wars, de Dune et du Seigneur des Anneaux. Et ce que j'aimais dans John Carter,
c'est le fait que ce soit sur la planète Mars. C'est très facile à situer de se dire qu'en fait, ben voilà, c'est simplement la quatrième planète du système solaire. La planète Mars, on la voit pas toutes les nuits, mais presque quand on regarde dans le ciel. On sait que c'est la planète rouge, on sait ce qu'elle est, de quoi elle est constituée, et on sait que John Carter, finalement, il n'est pas si loin, et que c'est quelqu'un qui est presque contemporain de notre époque. Et je sais que moi, ça m'a aidé à rentrer dans l'œuvre, et notamment aussi, alors d'ailleurs j'aimerais vraiment avoir votre avis, parce que je pensais être le seul dans ce cas, et j'ai discuté avec un ami qui me disait que lui aussi, quand un univers était créé de toutes pièces, il avait parfois un petit peu plus de mal à rentrer dedans. Donc j'étais ravi de savoir que je n'étais pas le seul dans ce cas. Et en fait, John Carter, moi je l'ai connu grâce à ça, grâce à ce Blu-ray, le Blu-ray John Carter, le film John Carter de Disney. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, il y a des chances que vous ne le connaissiez pas. Il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2010-2011, dans ces eaux-là. Et le moins qu'on puisse dire, malheureusement, 2012, le moins qu'on puisse dire, malheureusement, c'est que ça a été un flop. Alors attention, il faut vraiment distinguer le qualitatif du quantitatif, c'est pas parce qu'un film ne fait pas beaucoup d'entrées au cinéma qu'il n'est pas bon, j'imagine que vous vous en doutez. Et ce John Carter, de chez Disney, pour moi, a été une bonne surprise. J'en avais entendu parler, malheureusement, il a fait un bid monumental aux États-Unis, et puis un bid relatif en France, on peut pas dire qu'il ait marché très fort, mais en tout cas, ce film, il n'a pas laissé un très bon souvenir chez Disney, puisqu'il aura coûté énormément d'argent à la firme. Et moi, j'ai acheté ce Blu-ray à l'époque, très peu de temps après sa sortie, je dirais en 2013, parce que, en fait, il était dans une offre. Il y a une époque où j'achète toujours des Blu-ray, mais j'en achetais beaucoup plus. Et où il y avait, vous savez, des offres, genre 3 Blu-ray pour 30€. Là, je crois même que c'était 5 Blu-ray pour 30€, ça le faisait à 6€. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais ce John Carter, et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme quoi, encore une fois, quantité et qualité ne sont pas forcément liées. Et donc, John Carter, il est adapté directement de Une princesse de Mars, de Rice Burroughs. Disney s'est basé sur le premier roman. Si vous avez l'occasion de le voir, alors je n'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo, mais j'imagine que comme la plupart des contenus Disney, il est disponible sur la plateforme Disney+, si vous y êtes abonné. Mais je trouvais que c'était vraiment bien fait, cette histoire d'apesanteur, cette histoire de héros qui saute très haut et qui peut aller combattre ses ennemis de cette manière, et puis qui est à la fois prisonnier, mais en même temps qui est le chef, et qui veut aussi pouvoir avoir ce lien avec cette princesse. Donc c'est un film que j'aime bien, et si vous avez l'occasion de le voir, peut-être que ça pourra vous donner une idée, et c'est comme ça, moi, que je me suis attaché au personnage de John Carter. Alors je vous l'ai dit, plein de suites. En fait, Rice Burroughs a écrit les 3 premiers ouvrages du cycle de Mars, quasiment instantanément, instantanément, à la suite, dans les années 1911, 12, 13, et puis ils sont sortis les 3 premiers jusqu'en 1916. Après, il y a eu une pause, et puis ensuite, il y en a plein qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, ça correspond à 11 ouvrages. Alors j'imagine que dans la collection Les Maîtres du Fantastique, on sera loin d'en avoir 11 malgré tout, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. J'espère en tout cas qu'il y aura les 3, au moins les 3 premiers, j'aimerais vraiment avoir les 3 premiers dans cette collection. Et après, donc on est dans quelque chose de l'ordre un peu différent, puisqu'à la fin de la collection, ce sont des nouvelles. Mais c'est vraiment un cycle très intéressant, très important dans la littérature de science-fiction. On va dire que c'est le premier soap opéra, ce sous-genre de la science-fiction, qui a vraiment cartonné. Et c'est vraiment une part de l'histoire de la littérature qu'on a là, donc si vous avez l'occasion de vous le procurer, moi je vous le conseille vivement. Je n'ai pas pris le numéro 31, qui était, si je ne dis pas de bêtises, La guerre dans le ciel, ou un titre comme ça, de H.G. Wells. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai acheté énormément d'H.G. Wells dans la collection, parce que souvent les titres et les synopsis me plaisent, mais je n'en ai jamais lu un vraiment. Et je me suis dit qu'il fallait un petit peu que je me freine. Alors je sais, j'en ai parlé à certains d'entre vous dans la dernière vidéo, beaucoup m'ont conseillé de l'acheter. Malgré tout, je me suis dit qu'il serait sans doute bien aussi que je prenne un peu de recul, un peu de temps de lecture d'H.G. Wells avant d'en acheter beaucoup plus, parce que j'ai déjà une sacrée pile à lire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai la pile à lire qui s'agrandit énormément, notamment avec cette collection, et je me dis, bon, il faut aussi un petit peu que je me freine sur certains auteurs. Et alors j'ai choisi d'acheter Le Monde perdu sous la mer, alors avec cette couverture un petit peu originale. Personnellement, j'aime beaucoup celle d'une princesse de Mars, qui est vraiment l'illustration originale du roman. Le Monde perdu sous la mer, ça fait vraiment un style ancien, assez sympathique. Alors au départ, ce qui m'a attiré dans ce roman, c'est un peu bizarre, vous allez me dire, c'est le titre. Quand j'ai vu ça dans la liste des ouvrages de la collection, j'avais presque l'impression que c'était la suite du Monde perdu. En fait, ça n'a rien à voir, la suite du Monde perdu, c'est La ceinture empoisonnée, qu'on a eu il y a déjà un bon paquet de numéros, que je vous ai présenté sur cette chaîne. Et Le Monde perdu sous la mer, c'est donc une histoire inédite de Conan Doyle, qui va se situer avec
tout un tas d'autres histoires dans ce roman, puisque Le Monde perdu sous la mer, au final, il n'est pas si long que ça. Donc c'est ça qui peut être intéressant aussi, c'est que vous avez tout un tas d'autres histoires. On va aller les voir tout de suite à la fin du bouquin. Vous voyez, hein, le récit de l'Américain, la hachette d'argent, le marchand de fantômes, une mosaïque littéraire, en jouant avec le feu, etc. etc. Donc c'est l'occasion à la fois de découvrir ce roman qui se passe sous l'eau, et de découvrir aussi tout un tas d'autres aventures. Roman qui se passe sous l'eau, évidemment, on a envie de faire le lien avec 20 000 lieues sous les mers, et on n'aurait pas forcément tort de le faire. L'histoire, c'est l'histoire d'aventuriers qui vont avoir construit une sorte de, on va dire avant l'heure, hein, de module sous-marin qui permet d'aller explorer les profondeurs des mers et des océans. Et malheureusement, après une plongée de nombreuses dizaines de mètres sous l'eau, ils vont se trouver coupés de la surface, plus d'accès à leur bateau, et ils vont tout à coup suffoquer. Et alors qu'ils suffoquaient, ils vont être sauvés, on va dire, par des êtres un petit peu bizarres, qui vont les emmener dans leur monde sous-marin, la cité sous-marine perdue, vous l'aurez compris, il s'agit de l'Atlantide. Et là, ils vont s'adapter, ils vont apprendre à vivre là-bas, et il va y avoir une petite histoire d'amour qui va se créer entre le personnage principal du livre et une Atlante. Je vais pas aller plus loin pour vous raconter l'histoire, parce qu'il ne fait quand même qu'une centaine de pages, et là déjà, je pense que je vous ai fait un gros résumé du début. Et effectivement, le parallèle avec 20 000 lieues sous les mers peut être fait dans le sens où c'est une histoire aussi sous-marine, mais c'est assez différent. 20 000 lieues sous les mers est un roman qui est quand même assez descriptif. Là, c'est moins le cas. On est un peu plus dans l'action, si je puis dire, avec Conan Doyle. Avec Conan Doyle, c'est pas forcément le roman le plus passionnant qu'il ait écrit, mais néanmoins, je vous l'ai dit, c'est un roman qui m'a attiré l'œil, et parce que je me suis dit que c'était quelque chose d'assez... Ça changeait. En fait, à part 20 000 lieues sous les mers, et je vous l'ai dit, ça me fait toujours bizarre de dire ça, parce que je me dis, qui es-tu David pour dire ce genre de phrase, mais à titre personnel, et de manière très subjective, j'ai un peu de mal avec les romans de Jules Verne, avec sa manière d'écrire. Et je me suis dit, bon, découvrir les mondes sous-marins par le prisme de l'œil de Conan Doyle, ça doit être intéressant. Et effectivement, ça l'est, sans être absolument incroyable. Je veux dire, à choisir entre les deux, il n'y a pas photo, hein, La Princesse de Mars, là pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le Monde perdu sous la mer, un peu moins, mais ça reste quand même qualitatif, et vraiment, j'ai aucun regret de l'avoir dans la collection. Allez, je vais pas être plus long dans une vidéo qui est déjà assez longue. Prochain numéro, les Guélurons, que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter, parce que je me suis rendu compte, j'ai hésité à le prendre. Les Guélurons, en fait, c'est une histoire aussi un petit peu sous-marine, pas tout à fait, de fantômes et de naufrages, de bateaux. Et j'ai hésité à me le prendre parce qu'en fait c'est assez court, et il y a énormément de nouvelles de Stevenson dans ce numéro 33 que j'ai acheté il y a quelques jours, mais ce qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'en fait dans la collection Les Maîtres du Fantastique, je n'ai aucun Stevenson, bien que j'ai l'étrange histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde à la maison en format poche, qui certes n'était pas mon roman préféré, bien que je trouvais l'histoire folle, mais l'écriture m'avait un petit peu, on va dire, m'avait pas totalement convaincu. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai pas de Stevenson dans la collection, ça va être l'occasion de découvrir d'autres choses que Dr Jekyll et Mr Hyde, donc je suis assez heureux de l'avoir acheté. Donc j'espère que ça vous plaira que je vous le fasse découvrir. Pas tout de suite malheureusement, puisqu'il va y avoir une certaine pause dans mes vidéos du fait d'une pause dans la collection. Puisqu'ensuite ce sera Avant Adam de Jack London, qui ne m'intéresse personnellement pas du tout. Et le roman suivant, ce sera de nouveau du Edgar Allan Poe. Mais Edgar Allan Poe, je me suis promis, alors un peu à la manière d'H.G. Wells, mais là d'une manière différente, je me suis promis de ne pas acheter d'Edgar Allan Poe tant que je n'aurais pas lu les précédents et de voir s'ils me plaisent vraiment. Parce que je sais que la traduction de Baudelaire fait énormément polémique, et je sais que beaucoup de gens disent que c'est pas évident à lire et que c'est pas terrible la manière dont Baudelaire a fait cette traduction, enfin du moins que c'est difficilement accessible, et qu'aujourd'hui, en librairie, il y a des nouvelles traductions qui sont bien meilleures qui sont sorties. Donc je me dis, pour l'instant, j'arrête Edgar Allan Poe, je vais d'abord les lire pour voir ce que je pense vraiment moi-même, me faire mon idée et mon opinion sur la traduction de Baudelaire, et je verrai ensuite par la suite. Donc, le numéro 33, il est acheté, mais le 34 et le 35, je les prendrai pas, ce qui peut donc amener une future vidéo un peu tard. Voilà, j'ai été un peu long, mais comme vous le savez, je suis passionné, et Une Princesse de Mars, j'avais plein de choses à vous dire dessus, puis Le Monde perdu sous la mer, c'est aussi un ouvrage que je suis très content d'avoir. Voilà, c'était David, et n'hésitez pas à liker, partager et commenter, on est plus de 500, j'essaye de vous préparer une vidéo pour les 500 abonnés, mais c'est pas mal de travail, donc mais ça va venir. Je vous remercie encore de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou autres.